en direct du 202 avenue du Maréchal Joffre, avec une foule immense dans le local gentiment concédé par la mairie de Perpignan à l'AFPRO, Association pour l'histoire des Pyrénées-Orientales. J'ai un peu accéléré le mot, en présence d'une foule immense qui crie, qui... Voilà, et donc, pour présenter eh bien, une conférence de moi-même, pour une fois que je ne l'anime pas, enfin je l'anime et je la fais, je suis une espèce d'homme orchestre, sur la dématérialisation de l'outil de l'information locale à la dématérialisation du lecteur local. Donc c'est dans le cadre d'un colloque qui n'a pas eu lieu, ou en partie, où il sentait pas bon, mais j'ai jamais tué de chat, au cinéma de Canet. Nous regrettons d'ailleurs que Jérôme Coaretti ne soit pas des nôtres. Il a mis le piège dans un piège à loup, mais Suzette et Hamilton sont là, et j'ai mes fans qui sont là depuis l'URSA, qui sont toujours avec moi, puisque j'ai André Paris, qu'on salue, formidable, ma professeure de français. Seconde. J'en ai fait plusieurs. Oui, c'était tellement bien, j'ai continué. La charmante attachée du CDI qui s'est libérée, qui m'a fait lire quelques livres au début, et comme quoi j'ai gardé la tradition, dont le nom m'échappe, j'ai honte, car depuis le temps qu'elle est là à me soutenir. Michel Bertrand, bien sûr. Mais enfin. Et Madeleine Souche, qui fut ma professeure d'histoire. Si, elle a oublié. Eh ben bravo, pour une professeure d'histoire, elle n'a pas de mémoire. Il y a Suzette Bloch, donc je salue, qui fut journaliste à l'AFP, et pas ma prof, mais bon, c'est jamais. Et Hamilton Dos Santos, et un ami, Jacques Martinez, qui est venu du boulot à pied, donc il s'y est pris 2-3 jours avant. Il y avait des embouteillages sur la route. Et on attend encore quelques personnes qui vont nous suivre, j'espère. Donc, le sujet partait d'un colloque de l'histoire locale, ce qui est important, sur la presse locale. La presse locale, c'est intéressant, qui est à la fois une sorte de compteur de la mémoire locale et aussi marqueur de l'histoire locale. C'est pour ça qu'un colloque sur la presse locale aurait dû intéresser plein de gens. Entre-temps, il y a eu le Covid et l'absence d'intérêt généralisé pour ce qui se passe ici, vu que, et ce sera justement une partie du discours aujourd'hui, comme on est connecté au monde entier, pourquoi s'intéresser à ce qui se passe ici, vu que au petit déjeuner, on peut être branché sur des radios de Moscou, ou de Venise, ou d'ailleurs, pour peu qu'on parle russe, etc., etc. Donc l'enjeu de l'histoire locale est moindre, puisque, eh bien, ma foi, on est des gens sans mémoire immédiate. On est un peu comme Maurice, le poisson rouge dans la pub des Chocomousse. Alors, est-ce que je vais vous passer l'historique de la création d'Internet, qui est quand même intéressant pour recadrer dans le contexte. Mais bon, ça vous le lirez puisque c'est déjà en ligne et déjà dans le livre. L'historique d'Internet et comment, bon, ça a été créé en Europe dans les années 60 pour l'armée américaine. Et c'est arrivé chez nous tardivement, au prorata de l'ordinateur individuel. Et donc au début c'était très lent, hein. Je ne sais pas, vous vous souvenez du bruit du modem, je ne parle pas du parti politique, mais bien de l'outil. Et qui petit à petit, donc on avait des pages qui chargeaient très lentement et au prorata qui avait des images ou juste du texte, et puis petit à petit ça s'est amélioré, puisqu'on a eu de l'image fixe, puis on a eu du son, puis et puis après aussi il y avait le coût d'internet. On avait, je sais pas moi, 1 heure par jour, puis après illimité, donc ça aussi. Donc ça a été une dialectique entre le coût
et la rapidité. Et enfin, maintenant, on est arrivé, bon là, on n'est pas encore à la 5G, mais on est plus ou moins à la fibre. Alors, mes amis montagnards des Alpes ont Internet au prorata qui pédale, etc., ou qui descendent dans la plaine, parce qu'il y a jamais Suzette qui me dit, avec sa joie de vivre coutumière, je suis dans un bar, j'ai de la Wi-Fi, je suis pas obligé de pédaler pour avoir de l'image, c'est merveilleux. Elle avait un peu la larme à l'œil, je l'entendais à l'oreille. Donc c'est vraiment, ça dépend de où on est, combien on paye, et de ce qu'on a besoin en fait, et comment donc on vit Internet. Donc par exemple, moi qui suis à Perpignan centre-ville, j'ai la fibre, donc ça va très vite. Là, par exemple, mon téléphone que j'utilise en direct est plus performant que mon ordinateur à la maison, techniquement. Parce que le taux de transfert, j'utilise là la 4G et je n'ai pas directement la fibre, donc voilà. Donc au prorata, l'image, c'est plus simple de faire une conférence en direct sur mon téléphone n'importe où en ville, ou même en mer, par exemple. Quand je suis sur le bateau, j'ai la 4G sans problème, alors que quand je vais chez mes parents, eh bien, il faut pédaler sauvage. Donc les émissions sont au prorata, les sites sont au prorata. Donc j'ai fait un petit laïus sur le concept technologique qui est très important. Et donc, moi, comme d'autres, se sont installés sur Internet. Alors, au début, il y avait au prorata du texte et de l'image, puis du texte, de l'image et du son, et puis carrément de la vidéo au prorata. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, technologiquement, on est passé de l'encodage à des monteurs d'architecture. De l'encodage, moi-même, je suis un fiefé mauvais, je ne sais pas encoder. Donc, il y avait des pré-architectures dont c'est saisi au prorata le grand public pour mettre en place ce que je vous ai raconté. Et on est arrivé technologiquement à ce que j'ai appelé une nouvelle allégorie de la caverne de Platon. Et donc, c'est intéressant de faire un flashback, c'est-à-dire que sur la communication et donc l'information est au prorata des supports qu'elle a eus. Donc, il y avait des crieurs avant, et l'invention de Gutenberg, donc, qui est la mécanisation de la reproduction du livre, ce dont parlera Walter Benjamin a posteriori sur la photographie et l'art, a démultiplié l'information puisqu'elle a démultiplié la capacité de reproduction de support. Donc la Bible, dans un premier temps, qui est une information comme une autre, si Dieu nous parle, hein, voilà, raconte l'histoire des Hébreux et les actes des apôtres, en passant par Jésus au milieu, et a posteriori l'information moderne, moderna du latin moderna qui veut dire maintenant, hein, donc faut pas fétichiser le concept de modernité, surtout après les post-modernités, mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, l'information utilisait des supports, le papier, donc maintenant, en temps quasi réel, parce que c'est à la microseconde comme le trading haute fréquence, je suis en direct avec une personne, là pour le moment, et avec vous, donc la foule, la multitude, comme disait Jésus, au siège de la foule. Donc, ça donne quoi cette histoire? Donc, cela impacte directement les individus au prorata de la génération de la société dont ils proviennent. Les nouvelles générations des pays où existent et s'étendent ces technologies ont un rapport au mode différent de leurs prédécesseurs parce que les outils que nous utilisons tous les jours déterminent et conditionnent notre représentation mentale de celui-ci. Parce que qu'est-ce que c'est que l'information? Alors, l'information locale, c'est finalement ce qui nous aide à modéliser le pays qui nous entoure.
Donc, fut un temps, c'était le journal, l'Indépendant, puisqu'il est toujours vivant pour nous le raconter, et l'Indépendant lui-même a sa version numérique avec des vidéos, du texte, etc. Donc, ça n'est que finalement ce que disait Descartes, le philosophe, dans son discours de la méthode, cogito ergo sum, je pense parce que je suis, donc je ne suis finalement que le témoin de ce que je perçois. Et je ne me modélise que je perçois. Et l'information, numérique ou pas, n'est qu'une aide à la modélisation intérieure de ce que je perçois. D'où la référence à la caverne de Platon, parce que nous nous mentons à nous-mêmes, parce que déjà, dans la représentation mentale est liée au néotique, qui n'est qu'une image inverseur que nous redressons par le cerveau. Donc c'est déjà tendancieux en soi. Donc, arrivons maintenant, d'ici et maintenant, de l'outil numérique, qui, à l'instar de ce que disait Démocrite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc il a eu, en 20 ans, plus de 20 ans, même là, on est, ça débute en 69, on arrive en 2020, donc le temps auquel ça a eu lieu, il y a eu des milliers de transformations, de possibilités, et demain sera différent technologiquement de ce que je vous raconte. Et donc votre perception, à vous, ici et maintenant, sera différente de demain, parce que la technologie, à la limite, vous serez ici et maintenant, mais vous aurez un casque holographique pour regarder ce que vous percevez. Par exemple, en dialyse, ils ont, pendant qu'on pique, pour ne pas apeurer la bête, un casque en 3D, pendant qu'on regarde ce qui se passe en Inde avec des fêtes, etc., on leur plante des aiguilles, telles des banderilles, dans le bras pour les distraire. Donc, vous pourrez être chez vous avec un casque holographique et cette conférence sera totalement différente dans sa réception par vous de ce qu'elle est maintenant, alors que vous êtes encore présent là. Donc, revenons au support numérique. On l'a dit, la révolution technologique a déterminé la création et l'utilisation de supports numériques pour transmettre l'information. Mais définissons la notion d'information avant d'aborder sa mise en modelage numérique. Une information est une donnée qui met, si elle n'est pas perçue à temps, en danger notre univers personnel au-delà. Par exemple, l'information vocale « baisse-toi ». La seconde d'après, une balle siffle. L'information suivie ou pas, conditionner notre vie ou notre mort. Une information peut être décisive. On peut diffuser des faits relevés ou des idées qui finiront peut-être par incarner des faits. Donc là, il n'y a pas urgence, enfin a priori, je relativise, je sais ce que j'ai écrit, donc j'anticipe ce que je vais vous lire. On n'est pas dans le baisse-toi, et une balle ne siffle pas à vos oreilles. Mais ça vous aide à percevoir qu'est-ce que sera, et au moment précis, et où sera votre univers cognitif a posteriori par l'information et en général. Donc revenons à la presse, le journal papier, puis la radio, puis la télévision, l'été, au reste pour partie des supports de l'information. Par eux, l'information a été diffusée de manière quasi infinie, jusqu'à ne former qu'un gros un bruit, un acouphène quasi permanent de la société moderne. Que dire de la société numérique qui a ajouté une strate supplémentaire à la tourbillonnance, et là j'ai créé un néologisme, de l'information avec les réseaux sociaux. On peut diffuser par le partage une information ou même de la désinformation que l'on désigne désormais par l'anglicisme fake news, donc fausse nouvelle. C'est une vieille lune, auxquelles répondent par les autres individus identifiés ou pas derrière des lignes de code ou des écrans, ce qu'on appelle des trolls. Comme ça, vous pouvez le replacer dans des harceleurs qui placent des contre-vérités du nom d'un lutin de la légende germano-suédoise. Voilà, le passage, qui vit dans une grotte. Du coup, allégorie de Platon, les trolls, pam pam, comme quoi tout est lié. Dernière des lignes de code et des écrans pour soutenir ou dénoncer le partage par des emojis, ça fait plutôt japonais, des pouces en l'air ou en bas, voire des commentaires.
Et là où dans le monde réel, il y a une hiérarchie de l'information, plus ou moins objective, une verticalité, le monde des réseaux sociaux propose sa subjectivité partiale comme vérité. Là, mettez bien des guillemets au mot vérité. Le voyage informatif sur le net est une ordanie permanente où le héros, puisque je me place toujours en tant que grec au centre de la narration, puisque finalement le premier récit est homérien, voire homérique, une verticalité. Donc, le voyage informatif sur une ordanie permanente où le héros doit passer au crible l'information ou faire foi de la bonne réputation de la maison qui la lui sert ou de son chef cuisinier. Je parle bien d'information. La multiplicité de l'information ne fait pas la biodiversité, mais plutôt sa dilution. Alors, parce que c'est un peu comme la théorie de la concurrence quant au commerce libre et non faussé, comme dirait l'Union européenne. C'est-à-dire, on nous dit, bon ben là, vous avez plein d'informations, donc c'est formidable, donc vous avez de la biodiversité. Non, parce qu'on peut avoir des reproductions du faux à l'infini, une mise en abîme du faux. Donc, pour se sourcer, si j'ose néologiser, c'est-à-dire se nourrir, parce qu'on est, je vous le dirai plus tard, ce que l'on lit ou ce que l'on mange en tant qu'information. Donc on peut manger bio aussi en termes d'information et manger en circuit court, mais c'est très compliqué, puisqu'il faut décoder. Et là, je parle tant en tant que langage informatique qu'en tant que code informatique. Donc, ça ne fait pas la biodiversité. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est pour savoir ce qu'il y a autour de nous, il faut trouver la bonne information, la bonne source. Donc, l'ère postmoderne, puisque les sociétés liquides depuis 1992, donc le terme de société liquide est d'un sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui nous a quittés en 2008. Alors il n'y a pas de complot, il est mort de sa bonne mort, encore que je ne puisse démontrer qu'il n'a pas été assassiné. À partir des années 90, donc Zygmunt Bauman étudie les sociétés occidentales contemporaines, les qualifiant d'abord de postmodernes puis de liquides. Dans la société liquide, l'unique référence est l'individu intégré par son acte de consommation. Et l'individu est lui-même consommable et consommateur des autres, comme exposé par le narrateur dans Fight Club, donc qui est d'abord un roman de Chuck Palahniuk, un Américain, publié en 1996, ou le film de David Fincher en 1999. Et donc il y a ce passage où donc les deux personnages sont dans un avion. Donc le narrateur est un gars qui va faire des constats d'accidents et qui dit à quel point c'est utile pour la société d'assurance de payer ou pas, ou finalement de dire qu'elle se fait voir. Donc le personnage voyage beaucoup à travers les États-Unis pour faire des constats et dit à chaque nouveau voyage, j'ai toute une vie en miniature. Un sachet de sucre à usage unique, un gobelet de crème à usage unique, une noix de beurre à usage unique, un kit de plateau repas cordon bleu micro-ondé, un shampoing 2 en 1, un échantillon gratuit en bain de bouche, une savonnette miniature. Les gens que je rencontre sur chaque vol sont mes amis à usage unique. C'est cela la société liquide, c'est une société où rien n'est solide, où rien ni personne n'est préhensible, du coup rien n'est perçu comme répréhensible. Il y a une société où il n'y a plus de contrat social, puisque le contrat social n'est qu'un moment dans le temps qui fuit, et il est à usage unique. Donc il n'y a aucune loyauté envers les gens, contrairement aux spectateurs que j'ai en face de moi, dont je rappelle que je les ai connus, puisqu'ils étaient mes enseignants au lycée, ils sont toujours là, et ils me suivent toujours. Donc vous êtes l'antithèse de la société liquide de Zygmunt Bauman. Donc, dans un tel monde, la société du chaos décrite par le théoricien catalan Jordi Vidal, qui vit à Perpignan, pas si loin que nous, dans son livre Résistance au chaos, sorti en 2002, ou dans sa version série bientôt sur le net. Donc il a fait une série que vous pouvez retrouver
sur l'archipel contre-attaque, qui s'appelle La Société du Chaos. Ça ne coûte rien, vous cliquez dessus et pouf, vous pouvez écouter sa voix avec des moments filmés, d'autres imagés. Donc, je reviens à ma narration et je cesse de m'interrompre moi-même et je crache ma propre valda. Dans un tel monde, dans sa le peuple de tels individus, le rôle de l'information n'est plus le même. L'outil de construction d'autrefois est un outil de consommation réduit à un flux. Donc il y a une très belle, donc idem Jordi Vidal, livre Servitude et simulacre, livre sous-titré La fin d'une époque, les conditions du vreux, l'enjeu des affrontements, sorti en 2007. Donc l'information, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et ce que l'on mange. Donc vous saurez qui vous êtes au prorata de ce que vous consommez en tant qu'information. Et là, je prends information au sens large. Donc le support donc la publicité est aussi, si vous la consommez malgré vous ou pas, est un support d'information et donc qui vous définit à un moment donné. Et comme on est ce que l'on mange, disais-je moi-même dans mon texte, que devient un individu qui ingère de l'information sous la forme de faits reconstitués ou d'idées, mais de flux permanents. Ils sont des néopanglos. Donc, vous êtes toutes Candides de Voltaire, pas Candia, ça c'est le lait. Et donc, vous savez qu'il était accompagné de ce qui est devenu... alors, c'est très intéressant, ce moment que j'ai décrit dans le livre, c'est-à-dire que quand Voltaire écrit Candide, il dit, bon, ben, finalement, l'être idéal qu'on doit devenir, c'est le personnage de Candide, pas Pangloss. Et du coup, on arrive dans une société qui dit que l'idéal, la société de consommation surnumérique, c'est Pangloss. Pangloss, donc, Panglossias, celui qui parle toutes les langues, et surtout la langue de bois. Donc, je reviens à mon propos. Pangloss est le précepteur de Candide, il lui enseigne la métaphysico-théologico-cosmologie, qui est un mélange de métaphysique, de théologie et de cosmologie. Il est le représentant de la philosophie de l'optimisme, mais le néopangloss a un côté obscur qui s'autoprofesse ainsi qu'à l'univers, c'est-à-dire au monde, il s'adresse au monde. Donc le monde est parfois simplement la machine à café du travail, des micro-univers, puisque la société s'archipélise, et on est bien placé pour le savoir. Donc l'univers de la magie, ou sous forme de commentaires néo-experts, néo-érudits sur le flux médiatique des réseaux sociaux. Au moment des siècles des Lumières, donc, comme je disais, l'exemple humain à atteindre était Candide, le lecteur de la presse d'avant. L'homme qui se nourrit son jardin intérieur par ses réflexions. Le nouvel objectif humain à atteindre, c'est le postmoderne, le Pangloss, celui qui, d'après son nom grec, signifie parle toutes les langues. Donc, être informé lui paraît utile, en particulier, être informé, est-ce que c'est utile, finalement, maintenant? Ou nous ne sommes plus que, même pas des écrans, où on projette l'information sur nous, mais des êtres comme ce que nous sommes dans le monde courant, c'est-à-dire des êtres traversés par des neutrinos en permanence, et là nous serions traversés par des informations, mais ça passe par une oreille et ça sort par l'autre. Donc, comme disait le regretté Jacques Chirac, ça m'en touche une, sans secouer l'autre. Voilà, puisqu'il faut citer des philosophes postmodernes, il était temps de rappeler l'auteur du Quai Branly. Donc, s'informer sur Internet a évolué au fur et à mesure de la technologie et de son impact sur la sociologie. Merci d'allumer la lumière. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait le grec Héraclite, et notre histoire culturelle personnelle détermine elle aussi notre réaction, notre manière de percevoir l'information. Peut-être qu'à force de raison mondiale, on ne perçoit plus sa réalité comme locale ou localisable, que l'on se préoccupe plus de la mort d'un koala, parce qu'il est mignon, je le rappelle,
sur l'île continent Australie que l'élection prochaine du maire de la ville. Oui, parce que on était en pleine campagne des municipales quand j'ai écrit, donc l'écrit est daté, donc c'était en 2019 pour ceux que ça intéresse. Et pourtant, ce n'est pas le koala qui gère le budget de la ville, alors que ça serait bien normal, parce qu'un koala est sûrement un bon gestionnaire. Tant qu'on n'a pas testé le koala, c'est comme le fascisme, on ne sait jamais. Alors, le koala, pour se distinguer du fascisme, c'est celui qui mange de l'eucalyptus. L'information qu'il lit et partage ne sert plus à dire qui il est, donc on parle du récepteur, donc de nous. Je suis le message, le récepteur, et l'information, c'est moi et mon indignation, comme je disais, et celle, parce que j'ai sous les bras, mais bien l'auteur de Indignez-vous, relève-toi, ils sont devenus fous. Là, je paraphrase plutôt Michel Sardou dans Vladimir Ilitch. Grande 2. Nous y arrivons. La presse numérique et ses manifestations locales. Alors, comment dire et parler le local est un outil global pour des individus qui se perçoivent comme autant de principautés. Là, je fais rapport à mon ami Machiavel, dont le fait local n'est qu'un décor où ceux-ci ne se perçoivent leur correspondance, et là je parle de Baudelaire, l'auteur, et son poème, correspondance, avec celui-ci. Ainsi, le poème de Baudelaire ne sonne plus pareil. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. La presse locale, qui est un émetteur d'informations, aura-t-elle toujours autant de récepteurs d'informations que la majorité des habitants de son territoire? Confère toujours la société liquide de Zygmunt Bauman. Une énumération de la presse locale sur son support numérique. Alors c'est pas très intéressant, puisqu'on dit ce qui a lieu avant et plus tard sur la thématique. Donc, nous ne ferons pas la liste chronologique de la presse numérique. Nous tenterons ici de démontrer les différents modes de presse se sont construits sous leur forme numérique pour répondre aux nouvelles formes de diffusion et de réception de l'information. Les médias historiques, ils n'ont pas été plus rapides à investir les technologies d'information. Ceci explique par le fait qu'ils étaient historiquement investis dans les supports anciens, papier, ondes radio et transmission d'images sous la forme analogique, et que l'utilisation des outils numériques, sans parler du basculement total. Voilà. Par exemple, Newsweek, alors, on ne parle pas du local pour le coup, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Newsweek, qui était un vieux support papier, est désormais uniquement en support numérique, comme François, qui a été longtemps, qui n'est désormais qu'en numérique. Mais revenons au local, puisque après tout, nous sommes là pour ça. Ainsi, les journaux L'Indépendant, La Semaine du Roussillon, Le Travailleur catalan, Radio France Bleu Roussillon, Radio Arels, ou la télévision François Catalan n'ont pas été les premiers à s'inscrire dans la course à l'outil numérique. Mais désormais, on peut par exemple s'abonner à l'Indépendant ou au Travailleur catalan à la fois sous sa forme papier ou numérique. Et l'on peut écouter en direct, podcast, en différé, pour ceux qui n'ont pas le temps, France Bleu Roussillon, Radio Arels, ou de même que François Pays Catalan, voire directement sur une page Facebook. Presse et blog directement numérique. Le numérique a été un outil de libération d'expression et d'information de manière générale. Alors, je fais une petite parenthèse, j'ouvre un tiroir, comme dirait Diderot dans Jacques le Fataliste et son maître. J'ai commencé dans la radio telle qu'elle était jusqu'à présent, c'est-à-dire dans sa forme physique, on avait besoin d'un émetteur et d'une radio, et désormais, j'ai le projet de faire une radio numérique pour le centre-ville que j'appelais Gitane, parce que c'était ce qu'il y avait de plus singulier à Saint-Jacques. Et donc, j'ai eu du mal à faire comprendre aux autorités, collectivités éditoriales locales d'investir, donc ça peut être la préfecture, la mairie de Perpignan, etc., parce qu'ils avaient du mal à comprendre qu'on n'avait plus besoin d'émetteurs, et donc on réduisait le coût, puisque tout le monde avait Internet dans sa poche via le smartphone. Que donc la perception de l'information locale
Voilà, là on peut avoir des vidéos, on peut regarder la télé en direct et même être sa propre télé en direct, ce qui a lieu en ce moment devant vos yeux ébahis, car moi je vous vois, non je mens un petit peu, ils n'ont pas l'air aussi enthousiastes que je l'espérais, mais à la fin, je porte bien entraîner votre joie et votre enthousiasme. Bien, revenons donc à la presse numérique locale. Le numérique a été un outil de libération, disais-je, et d'expression de l'information de manière générale, et en particulier locale, où je fatigue, une révolution comparable à la libération des ondes FM en 81, après l'élection du président de la République socialiste, François Mitterrand. Peu de temps après, les forces de l'argent, pas celles de l'esprit, pour paraphraser François Mitterrand, reprendront leurs droits en rachetant la majorité des émetteurs et des ondes. Mais il y avait cette même dynamique d'envisager l'information de manière à changer les codes de la diction habituelle, proposer une autre sémantique. Ainsi, vers le début des années 2000, vit-on apparaître des sites comme Perpignan tout va bien, de Fabrice Thomas, ou un site collectif créé par le journaliste de France Bleu Roussillon, Esteve Weiss, et l'écrivain de polar, Judas Giraudot. Le premier essentiellement politique, passé au crible l'information, ou plutôt cribler celle-ci, avec pour héros principaux les deux seigneurs locaux de l'époque, le maire de Perpignan et le président de son agglomération, Jean-Paul Alduy, et le président du conseil général, Christian Bourquin. Le site a un changement de nom, est devenu C'est Politique, après une tentative de retour au papier en février 2015, sous la forme d'un magazine trimestriel nommé Crème Catalane. Fabrice Thomas laissera tomber l'expérience média. L'objectif de la clore était plus large. Le site était simultanément en français et en catalan, et s'agissait de parler de la société locale catalane de manière sérieuse et pas folklorique. Elle s'y proposait des dossiers, tourisme, politique, transfrontalier, culture, traités par 3 plumes différentes, avec autant de différents points de vue. Ainsi, on a pu compter par leurs plumes le sémiologue Robert Marty, l'historien Nicolas Lebourg, ou le juriste Dominique Sistac. Mais lorsqu'une partie de la direction a eu des ambitions politiques et des joies, et les choix qui vont avec, entre exclusion et départ volontaire et solidaire, c'est un peu comme la NUP, l'histoire de la Clare, la parenthèse enchantée de la réflexion collective prendra fin pour devenir, jusqu'à encore aujourd'hui, un support de nouvelles et d'informations locales et transfrontalières. Là, je vais parler un peu de l'Archipel Contre-Attaque, un blog entre informations et subjectivité éditoriale assumée. Le site a 10 ans. Alors, non, le site a désormais 13 ans, puisque le 17 juin, un jour avant le général de Gaulle, bon, je trichais un peu, parce que c'était en 2012, le site, donc, il serait comme une Nénéide de la cloud. Donc, il a eu de nombreux collaborateurs avec leur propre signature et synonymes qui parlaient de la politique ou de culture locale. Partant d'une subjectivité affirmée, on pouvait déterminer facilement d'où on parlait. D'où la phrase des années 68, d'où parles-tu, camarade? Les auteurs, au sens de l'expression de 68, donc je ne vais pas me redire, il y avait un gros volet interview et conférence pour aller dans le dur de l'information, pour prendre le temps. Oui, parce que j'étais un peu formé à l'histoire, donc j'aime bien le temps long. Au-delà de l'aspect journalistique, il y a la volonté de documenter l'époque pour un territoire catalan en mal de documentation. Il y est utilisé au fur et à mesure des possibilités techniques, donc le texte, l'image, la vidéo, ainsi que depuis 3 ans, donc désormais 5, parce qu'il y a toujours un décalage de 2 ans avec le Covid. Alors, donc là, on arrive à la fin de ma conférence et je vous vois ébloui, vous en voulez plus. Mais non, il est de bons moments qui doivent se terminer, puisque je vais parler de la question qui nous intéresse en tant qu'historien, c'est quel archivage pour le numérique. Donc quel archivage, quelle méthode pour une mémoire numérique du territoire. Et c'est très important parce que un territoire sans mémoire est un territoire qui n'a jamais existé.
C'est une question que pose mon ami Jules César, que j'ai rencontré il y a peu, et qui a numérisé son livre de La guerre des Gaules, puisqu'il dit et regardez, moi je fais du numérique, j'archive la guerre des Gaules en direct, alors que les Gaulois ne savaient pas coder et donc n'ont pas de mémoire de leur histoire. Donc seulement les tessons de bouteilles en 3D qui ont été numérisés racontent l'histoire des Gaulois. Bon, j'exagère un tantinet là-dessus. Et je reviens donc. Les archives sont comme les monastères dans le temps des invasions barbares. Elles sont là pour copier et conserver, pour préserver la mémoire du futur. Il y a toujours cet enjeu de la connaissance, comme dans la bibliothèque, dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. On sait comment conserver du papier, des bobines de film, toujours une question de foi au taux d'hygrométrie faible, comme à Jean Vigo, ou aux archives de Toulouse, mais je ne vais pas faire un laïus. Pour conserver des données numériques, il faut de gros disques durs et de gros serveurs, ce qu'on appelle depuis des big data, dans des data centers. Les grands d'Internet, ce qu'on appelle les GAFAM est l'acronyme des géants du web, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont les 5 grandes firmes américaines, fondées entre le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe, qui dominent le marché du numérique, parfois également nommé Big Five ou encore The Five. Si vous voulez faire Jones, n'hésitez pas à placer ça dans une conversation. Ça ne fait pas mot contre triple, mais ça peut être utile. Cet acronyme correspond aux cibles GAFA initiales auxquelles le M signifiant Microsoft a été ajouté. En son possesseur, et tout est réfrigéré avec des coûts financiers et environnementaux à la clé. Les archives nationales françaises, elles aussi possèdent un tel équipement, comme l'INA et les cinémathèques. Qu'en est-il pour l'archivage local? Eh oui, je vois votre angoisse poindre, je vois vos yeux, et je vais vous rassurer, mais on n'est pas encore assez loin sur l'archivage du numérique, et c'est pour ça que je m'adresse à vous pour faire quelque chose. C'est pour ça que l'AFPRO a raison d'être là. Qu'en est-il, disais-je, de l'archivage local? Eh bien, ce sont des moyens supplémentaires que nécessite la conservation de la presse numérique. Des moyens financiers, des moyens technologiques et des moyens humains spécialisés. On n'est déjà plus dans la numérisation des supports de presse matériels. De par leur naissance, ils sont déjà numériques. Donc, déjà, moi qui vous parle, je ne suis qu'un algorithme. L'enjeu est de taille puisque la logique voudrait, sauf Apocalypse, voir le roman Ravage de René Barjavel, qu'il y ait une dématérialisation progressive de la presse, coût de production et de distribution. Comme l'hebdomadaire américain Newsweek, né en 1933, est passé dans une version numérique en décembre 2017, comme je vous disais précédemment. Que choisir de conserver? Et oui, choisir, c'est éliminer, comme disait quelqu'un de ma connaissance qui était sniper. On a peut-être déjà perdu de la mémoire de la presse en ligne locale, parce qu'elle n'a pas été conservée en temps réel et que le site aura disparu pour X raisons. Par exemple, pour manque de paiement du provider. Ici, le cas d'Objectif Archipex, ça a été un de mes premiers sites. Il faut avoir une charte qui détermine ce qui est juste de conserver et ce qu'on doit laisser à la précarité du net. Une fois choisi des sites de l'information locale que nous trouvons judicieux de conserver, il faudra plus qu'une capture d'écran. Il existe depuis les débuts d'Internet des logiciels aspirateurs de sites. Un aspirateur de site web est un type de logiciel qui télécharge toutes les données contenues par un site web pour le sauvegarder dans un support de mémoire locale de l'utilisateur, typiquement un disque dur. Mais désormais, il y a d'autres choses en place, notamment avec la physique quantique et les ordinateurs quantiques. Mais je vous ferai une conférence plus tard, je sais ça vous passionne, mais il faut savoir se priver pour mieux découvrir plus tard. Ce qui permet de consulter les pages correspondantes sans être connecté à Internet. Mais plus les sites contiennent d'informations vidéo, sonores, images, etc., plus le disque dur doit être important. C'est pour ça que je parlais du quantique, qui sauve. Voire, il faut protéger pour les informations importantes une autre copie sur un autre disque dur ou externaliser l'archival sur un cloud, un nuage de données sur un data center extérieur. Voilà, ce sont les nouveaux défis de l'information locale et de son archivage.
Pour des raisons d'économie d'échelle et d'efficacité, faut-il envisager un travail de centralisation par la mise en commun des archives, que leurs copies soient décentralisées? Ceci est un point d'interrogation. Faudra-t-il un travail commun par l'interface des archives départementales et celle de Perpignan pour ordonner une mise en commun des productions et des archives, par exemple France 3, France Bleu Roussillon et indépendant, mais ceci, comme disait Rudyard Kipling, qui j'ai appris il y a peu avait écrit le livre de la jungle dans le département, est une autre histoire, c'est de l'anticipation. Et je vous remercie d'avoir eu la patience de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des propositions, c'est à vous, je vous tends le micro. Et un grand silence se fait, car après Mozart, le silence est encore Mozart. Mais est-ce que depuis la conférence, est-ce que depuis l'archivage justement a progressé? Alors oui, parce que la technologie a progressé au prorata. Donc on arrive à stocker des millions de données sur la pointe d'une aiguille. Il n'y a pas que des anges qui dansent désormais à la pointe d'une aiguille, comme on disait à la chute de Constantinople en 1453, ce qui nous a fait d'ailleurs basculer du Moyen-Âge à la Renaissance, mais ceci est une autre histoire, j'y reviendrai. Donc à la pointe d'une aiguille, on peut stocker des données et sans que ça produise autant d'énergie, etc., etc. Donc au prorata de la technologie, etc. La question qui nous échoit aujourd'hui, mes chers amis, mes chers auditeurs, c'est est-ce que le monde local va avoir cette nouvelle technologie pour conserver, et est-ce que ça vaut la peine de conserver des informations locales? Par exemple, le fait que Romain Gros n'est plus député de la Reine, mais c'est bien, et où que 4 femmes sont désormais nos représentantes à l'Assemblée nationale, quand bien même seraient-elles du Rassemblement national. Est-ce que, c'est à nous de nous poser la question, est-ce que l'information locale vaut la peine d'être conservée, comme les histoires de silos au Moyen-Âge, toute l'histoire locale vaut-elle la peine? De l'utilisation complète de la presse écrite du XIXe siècle, moi je dirais oui, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va chercher. On ne sait jamais dans ce magma ce qu'on va trouver. Et puis chaque fois qu'on change de lunettes, on cherche autre chose, on trouve autre chose. Donc trier, c'est quand même... il ne faut pas le faire, il me semble, pour la presse. Pour la presse mais il serait bien que la préfecture, parce que bon, je crois à la République, s'enquiert sur qui stocke les données locales, numériques ou pas. Alors, mécaniquement, le papier, c'est toujours stocké. Il y a un dépôt légal. Voilà. Mais il y a une telle démultiplication des supports papier, même, que tout n'est pas stocké. Il me semble qu'un journal officiel, qui existe officiellement, oui. Il y a un dépôt légal. Hein. Oui, mais par exemple, les archives radio. Ah, bonne question. Les archives radio, alors ça, c'est pas du papier. Oui, non, mais moi je parle des données en général, de l'information en général. Ici, on n'a rien, je veux dire. Il y a Radio France Roussillon, moi je m'interroge sur, par exemple, les archives de l'Indépendant. Ils avaient en 2005 demandé à une entreprise de numériser leurs archives. L'entreprise a fait faillite. Voilà. Moi, du colloque, j'avais vu, comment il s'appelle, monsieur, avec le directeur de l'INDEP. Bott. Monsieur oui, Bott. Bott qui m'avait dit que ça se faisait, mais je n'avais pas insisté. Mais est-ce qu'on peut croire les gens? Et Gérard Bonnet m'avait dit que l'on ne pas, on parlerait. Oui, non, mais il s'est tourné, je me rappelle, il avait pleuré. Et très digne, il l'avait essuyé et il avait souri après. Parce que chemin. Mais par exemple, les archives radio, etc., etc. Enfin voilà, c'est des vraies questions à se poser. C'est archiver maintenant avec toutes les données. C'est démultiplier à chaque fois les informations. Donc comment on archive? Et les archives nationales ne conservent que le papier, l'image?
J'en sais rien. Dans les archives de département. Comme disait Guillaume de Baskerville à Atzos, si je savais tout, j'enseignerais la théologie à Paris. C'est une question qu'on pourrait donner. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir. Elle est toujours la Marie-Angèle, oui. Oui, peut-être. Parce qu'elle doit savoir, en fait. Mais c'est des questions qu'il faut poser publiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faudrait-il une loi, et là je m'adresse à celle qui était à l'AFP. Je peux que, une fois j'ai entendu une émission sur un genre très intéressant, je crois qu'il y a tout un travail de protocole, comme il y avait pour les archives traditionnelles, sur le numérique, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas réinventer non plus. Oui, non, oui, je demande. Peut-être le problème, c'est pas le nom. Moi, je pose plus la question pour le local. Mais même le local, ça pose quand même une redéfinition de ce que sont les archives. Oui, voilà. Il faut un protocole, il faut en fonction du numérique. Donc, j'avais entendu des trucs très très intéressants. Je m'oublie exactement. Mais en local, par exemple, il y a un projet de Jean Casagrand qui s'étouffe, pas Jean, hein, le projet qui est la phonothèque, que je trouve génial, quoi. Ça, il y a un projet depuis 87 où il veut mettre à disposition dans un lieu dont la mairie a promis que ce serait dans le coin, voilà. Mais il y a un petit truc rue de la Poissonnerie. Donc, l'idée, c'est des archives sonores musicales des années 20 à nos jours. Donc, on peut réécouter des premières cobles jusqu'à les Mimianas et d'autres groupes locaux. Il y a l'archivage pour le public et l'archivage pour le Oui, voilà. Et c'est là où je crois qu'il faut que tu te renseignes un peu plus. Le problème, c'est que, ça rejoint le sujet, c'est dans cette multiplicité, cette immensité d'informations qu'on n'a plus d'informations. Oui, voilà. Jamais. Information partout, justice nulle part. C'est incroyable. Heureusement qu'il y a quand même des outils pour normalement pouvoir m'orienter là-dedans. Je me sens complètement sous-informée. De la même façon, on peut lire un exemple vraiment énorme, le grand monsieur qui est eu au Covid. On a un peu plus brusquement, on est passé des statistiques quotidiennes de je sais pas quoi. Le nombre de morts, de là ça reprend, je te rassure. Et là, il n'y a plus rien. Rien. Alors, de temps en temps, il y a 50 000, il y a eu 50 000 testés positifs hier. De temps en temps, on entend ça. Mais c'est extraordinaire comment ça. C'est passé à la train. Alors tu dis ça parce que toi-même, récemment, tu l'as croisé. Voilà, je croise je ne sais pas où, mais donc il y a je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui continuent à travailler sur la philosophie et le protocole de l'archivage moderne. Ouais. C'est pas simple. C'est pas seulement quoi garder. Oui, il y a aussi ça, oui, bien sûr. Comment ? Parce que la technologie change tellement rapidement. Le classement, tout ce qui fait l'archive classique, ça n'a plus lieu. Quoi. Donc au niveau local, il faudra peut-être chercher ce qui s'est fait au niveau national ou d'autres expériences. Parce que c'est vrai que le département est un peu attardé. Je ne sais pas le dire. Mais les institutions qui sont concernées, ce sont les archives départementales. Et ça, les institutions, je pense que ça dépasse les institutions. Oui, voilà. Je pense que les institutions essaient vraiment de suivre, mais ça n'existe plus. Là, par exemple, on a un mémorial. Ce sont les GAFAM, non? Oui, parce qu'on est plus souverain au niveau de je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, mes parents faisaient des albums photos, et ils continuent. Mais moi, ma mémoire, elle est sur Facebook pour l'essentiel, si j'ose dire. Alors j'ai fait imprimer d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un bouquin, et je me suis dit, je l'ai vraiment vécu. Parce qu'à force de vivre
moi j'ai mis dans mes écrans, parce que c'est mes outils permanents de travail, quoi. J'écris pas à la main, enfin rarement, même pas des listes de courses. Voilà, j'optimise tous mes outils informatiques, et voilà. Bien, alors, parce qu'on a soif, je déclare officiellement le début de l'apéritif, et je vous remercie d'être bienvenus. Ben, écoute, c'est nous qui t'en